Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Bon, l'affaire que je vous propose aujourd'hui a défrayé la chronique aux États-Unis. Elle est très récente et ça va vous mettre les nerfs à vif parce qu'il va être question d'actes de torture et de barbarie sur un enfant. Donc je préfère vous le dire à l'avance et je savais pas exactement comment articuler cette vidéo parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations, donc je vais devoir beaucoup déblatérer. J'ai prévu ma petite bouteille d'eau à côté et soyez concentrés, hein. C'est comme pour l'affaire Lori Vallow, il va y avoir pas mal de protagonistes, de situations, parce qu'il y avait beaucoup de choses à en dire. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. I'm disgusted by her. She never wanted this. Then how smart is your mom? She's incredibly intelligent. Magna cum laude, right? She's a liar. She's lied to you about so much stuff. At some point, you need to stand up for yourself and realize she's the manipulator, she's the liar, she put you in this spot, she did this to your brother, using you. Do you not see that? That she used you to do this to your brother. Your mother used you. She's so smart. She's smarter than any of us here. She's smarter than me. She's smarter than any detective here. She's smarter than our chief of police here. She's smarter than all of us. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en 2022 à Norton Shores dans l'état du Michigan. C'est une petite ville de 25 000 habitants plutôt tranquille où il ne se passe pas grand-chose en général. Sauf que, le mercredi 6 juillet 2022, aux alentours de 6h30 du matin, une femme contacte le 911. Elle est complètement affolée. Elle vient de descendre dans la chambre de son fils de 15 ans, mais il ne réagit pas et il ne semble même pas respirer. Cette femme s'appelle Shanda Vander Ark, c'est une assistante juridique de 43 ans, mère de 5 enfants. Les secours se rendent sur place, ils sont accueillis par Shanda et son fils Paul qui est âgé de 19 ans. Tous les deux sont sous le choc. Les ambulanciers se rendent dans la chambre de Timothy qui se situe au sous-sol de la maison. Malheureusement, le jeune Timothy n'est pas seulement inconscient, il est mort. Mais ce qui interpelle les secouristes, c'est l'aspect de son corps. Timothy semble peser 30 kilos tout au plus. Il a littéralement la peau sur les os et il porte une couche pour adulte. Pendant que le corps de Timothy est chargé dans l'ambulance, un agent de police se pose avec Shanda et il l'interroge pour comprendre ce qu'il s'est passé. Shanda explique que vers 5h30 du matin, elle a été réveillée par un bruit sourd en provenance de la chambre de son fils. La chambre de son fils se situe dans le sous-sol de la maison. Donc elle est descendue voir et là elle a remarqué que Timothy était tombé de son lit superposé. Elle l'a aidé à se relever et à se remettre dans son lit et elle est remontée pour se préparer pour le travail. Et elle affirme à l'agent de police que Timothy était bien vivant à ce moment-là. Vers 6h30, elle est redescendue le voir et c'est là qu'elle a remarqué qu'il était mort. Elle a aussitôt appelé les secours. Shanda ajoute que Timothy était autiste et qu'il a entamé une grève de la faim depuis janvier 2022, soit 6 mois auparavant, puisque le mari de Shanda, Adam, a eu un AVC. Adam a dû quitter le domicile familial en janvier 2022 pour s'installer chez ses parents afin de bénéficier des soins quotidiens dont il a besoin. Et Timothy n'a pas supporté la séparation avec son beau-père. Il a donc cessé de s'alimenter. L'agent de police écoute Shanda, elle s'exprime bien, elle a l'air équilibrée, mais il y a malgré tout des détails qui l'interpellent. Tout d'abord, l'état de la maison, c'est à la limite de l'insalubre. Ça sent mauvais, rien n'est rangé, les sols sont dégueulasses. Et puis, il y a aussi l'état de Timothy. Il était squelettique, il portait une couche pour adulte. Si, comme Shanda l'affirme, son fils faisait la grève de la faim depuis 6 mois, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas tenté de le faire prendre en charge par un hôpital plus tôt ? Pour bien comprendre cette affaire dans ses détails les plus sordides, je vous propose de remonter le temps pour faire connaissance avec l'une des femmes les plus détestées d'Amérique. Shanda Margaret Ramsey naît en mars 1979 à Huntsville dans l'Alabama, au sein d'une famille quelque peu lugubre, mais très fortunée et influente. Bon, cette partie de l'histoire est assez longue.
On va dire que c'est une affaire dans l'affaire. Et vous verrez que c'est le bordel, c'est Dallas, hein, le truc. Enfin, pas vraiment Dallas, parce que Dallas, c'est au Texas, et là, ça se passe en Alabama. Ce que je vais faire, c'est que je mettrai une timeline sous la vidéo, donc un chapitrage. Comme ça, ceux qui souhaitent passer cette partie et aller directement au moment où Shonda rencontre le père de ses enfants, bah, vous aurez juste à passer cette étape. Pour les autres, concentrez-vous, vous n'êtes pas prêts. La mère de Shonda s'appelle Mildred Margaret Arnold. Elle est issue de la famille Van Zelle de l'Alabama. Mildred a été mariée une première fois à un dénommé Mickey Hughes et elle a eu 2 enfants, David en 1972 et Helen en 1974. Elle divorce et se marie en secondes noces avec Kenneth Edward Trammell et elle donne naissance à Shonda en 1979. Shonda est donc la fille de Mildred et Kenneth. Bien que mariée, Mildred a une aventure avec un homme lui aussi marié, Dan Hoche. Elle tombe enceinte de lui et elle donne naissance à Paige en 1981. Il s'agit d'un énorme secret de famille dont Kenneth n'est apparemment pas au courant et qui sera découvert des années après par Paige. Bon, j'espère que cette généalogie est assez claire pour vous. Paige, la petite sœur de Shonda, raconte que quand ils étaient enfants, l'ambiance à la maison était très spéciale, et encore un spécial, c'est un euphémisme, c'était glauque, c'était extrêmement violent. En fait, Mildred et Kenneth avaient de gros problèmes d'alcool tous les deux. Alors pour rappel, Kenneth c'est le père de Shonda et quand il a épousé Mildred, il s'est donc occupé de ses 2 premiers enfants, à savoir David et Helen. Puis Mildred a donné naissance à la petite Paige et Kenneth pensait que c'était sa fille. Donc voilà, c'était une famille composée de la mère, du père et des 4 enfants. Et Paige raconte que son père, voilà, on va dire son père, était extrêmement violent. En plus d'être alcoolique, il leur infligeait tout un tas de violences physiques et psychologiques. Il les privait de nourriture, entre autres. Et il y a même une histoire d'abus sexuels sur plusieurs des enfants. Alors là, vraiment, c'est par rapport aux déclarations de Paige. Hein. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, puisqu'elle-même le dit, qu'il y a certaines choses dont elle n'est pas sûre. En revanche, ce dont elle semble être sûre, c'est que Kenneth a abusé sexuellement d'Helen. Helen, c'est la fille issue du premier mariage de Mildred. Kenneth a abusé d'elle, et il a certainement abusé de Shonda, même si elle n'a pas vu ça de ses propres yeux. Concernant le lien entre Shonda et sa mère, Paige explique que Shonda c'était la petite préférée de sa maman. Mildred ne s'occupait pas de ses enfants, elle les laissait entre les mains des nounous. Cela dit, elle avait une préférence pour Shonda parce que Shonda était la petite blonde aux yeux bleus de la famille et qu'à ses yeux, du coup, c'était un petit joyau, c'était sa petite princesse. Et à côté de ça, elle montrait de grosses différences. Par exemple, quand il lui arrivait d'être présente pour ses enfants, de leur offrir, on va dire, des choses, elle privilégiait toujours Shonda au détriment de ses autres frères et sœurs. Quoi qu'il en soit, Mildred et Kenneth divorcent lorsque Shonda a 5 ou 6 ans, puisque Kenneth a découvert que Mildred avait une ou plusieurs aventures. Elle fréquente ensuite un dénommé John Henry Ramsey. Et John Henry Ramsey a, d'après Paige, une très bonne influence sur sa mère. C'est la meilleure figure paternelle que les enfants ont eue. C'était un homme qui n'était pas alcoolique, il n'était pas violent, c'était un homme bienveillant, donc Mildred a commencé, on va dire, à être un peu plus présente pour ses enfants. Mais en janvier 1988, elle est arrêtée pour avoir engagé un tueur à gages afin de faire tuer sa propre mère, Joan Van Zelle, pour toucher son héritage estimé à 2 millions de dollars. Mildred n'a été condamnée qu'à 30 mois de prison, mais elle a été écartée définitivement de sa part d'héritage, qui est en fait un fonds fiduciaire. Alors, un fonds fiduciaire, de ce que j'en ai compris, c'est une somme d'argent qui est donnée mensuellement et qui est prélevée sur l'héritage de la famille. Donc là, en l'occurrence, c'est Joan Van Zelle qui est, on va dire, la détentrice de ce fonds. Et quand elle mourra, ses enfants ou ses parents les plus proches recevront une part de son héritage. Là, le but du fonds fiduciaire, c'est de donner, alors qu'elle est toujours vivante, une partie de cet héritage mensuellement, ce qui peut permettre à ses héritiers de vivre, en fait, d'avoir un certain train de vie. Et là, en l'occurrence, Mildred avait une part de fonds fiduciaire tous les mois. Et en ayant fait de la prison, elle a été écartée définitivement
de sa part d'héritage. Donc elle n'a plus le droit au fonds fiduciaire. La petite parenthèse sur cette partie, c'est que c'est pas très clair dans le sens où apparemment c'est un complot qui a été ourdi par Joan Van Zelle pour déshériter sa propre fille. En gros, Mildred n'a jamais cherché à faire assassiner sa mère. C'est Joan qui a mis en place ce stratagème pour pouvoir ensuite déshériter sa fille. C'est très tordu, mais voilà. Toujours est-il que Mildred est envoyée en prison et durant son incarcération, elle épouse John Henry Ramsey, son petit copain. Et pendant ce temps, Shanda et Paige sont envoyés en famille d'accueil. J'ai pas eu d'informations concernant les 2 premiers enfants de Mildred, ce qu'elle a eu avec Mickey Hughes, mais je pense, peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je vois les choses, que pendant son incarcération, ils ont été pris en charge par leur père, donc Mickey Hughes, et que dans la mesure où entre Mildred et Kenneth, c'était assez conflictuel, il n'a pas récupéré les filles lorsque Mildred est allée en prison. Parce que je vois pas d'autres explications. Et pourquoi les filles ne sont pas allées chez leur grand-mère maternelle, je pense là aussi que c'était en lien avec les rapports conflictuels entre Mildred et sa mère. Elle n'a certainement pas voulu les prendre avec elle, puisque c'est elle qui avait envoyé, entre guillemets, Mildred en prison. L'expérience des 2 petites filles en maison d'accueil a été très traumatisante puisque là-bas, elles ont été battues. Elles ont subi des actes, on va dire, de torture aussi bien physique que psychologique. On les privait de nourriture, on les battait. Elles étaient plongées dans des bains d'eau glacés pour les punir. Et on leur faisait également ingurgiter de la sauce piquante quand on estimait qu'elles avaient fait une bêtise ou tout simplement quand on estimait qu'elle le méritait. Et gardez bien ce détail en tête, le détail de la sauce piquante, puisqu'on va en reparler par la suite. Mildred sort finalement de prison en 1990, elle récupère ses filles, et elle s'installe avec John Henry Ramsey, vous savez, son petit copain qu'elle avait épousé quand elle était en prison. Mais elle divorce peu après, et là elle épouse finalement Dan Hoche, le père de Paige, avec lequel elle avait maintenu un lien sentimental. Bon, j'espère là encore que tout ça a été clair pour vous, parce que moi-même, j'ai vraiment galéré à comprendre tout ça. Et si j'ai pu restituer ça à peu près correctement, c'est grâce à une interview que Paige a donnée sur une chaîne YouTube. Donc voilà, gardez en tête que lorsque Mildred sort finalement de prison, elle va ensuite se marier avec Dan Hoche, qui est apparemment son plus grand amour et qui est le père de Paige, même si Paige n'est pas encore au courant à ce moment-là que Dan Hoche est son père. D'ailleurs, je suis même pas sûre que dans la famille de Mildred, à ce moment-là, des membres de la famille étaient au courant que Dan Hoche était le vrai père de Paige. Dan s'installe donc avec Mildred, avec qui il est à présent marié. Il vit avec Mildred et ses filles, mais en 1994, Mildred décède. À ce moment-là, Paige a 13 ans et Shanda en a 15 et elle reste vivre avec Dan chez elle. Et lui, en échange, touche une sorte de compensation financière de la part de la famille Mildred. À partir de là, et je crois que c'est le détail le plus glauque de cette partie de l'affaire, c'est que Shanda et son beau-père entament une relation. Et Paige le découvre puisqu'elle se rend compte que son beau-père a mis Shanda sous pilule. C'est très glauque, sachant qu'à ce moment-là, Paige n'est même pas encore au courant que Dan est en fait son père. Cette liaison diabolique dure plus ou moins 7 mois, puis la mère de Mildred décide d'y mettre un terme. Elle explique à Dan que s'il n'arrête pas de fréquenter sa petite fille, elle coupe le robinet. Il n'aura plus de compensation financière. Donc il accepte, sachant qu'en plus de ça, il vit dans la maison qui appartenait à Mildred, donc la maison des Van Zelle. Il accepte, il se marie, il a des enfants avec sa nouvelle épouse et les 2 filles continuent de vivre avec lui dans la maison. Jusqu'en 1996, puisque Shanda obtient son bac et elle entame des études universitaires de psychologie et c'est là-bas qu'elle rencontre Eric Ferguson avec qui elle entame une relation sérieuse. Paige, de son côté, est virée de la maison par Dan en 1998 et elle s'installe chez celui qu'elle pense être son père, donc Kenneth Tremel. Début 1999, elle tombe enceinte. Pas de Kenneth, calm down, elle tombe enceinte de son petit copain de l'époque. Elle en parle à sa grand-mère et disons que c'est un sujet qui provoque énormément de disputes entre Paige et sa grand-mère, puisqu'à ce moment-là, Paige n'a que 17 ans. Et Joan Van Zelle
pense que voilà, c'est une situation un petit peu délicate. Et un soir où Paige se trouve chez sa sœur Shanda, elle est au téléphone avec sa grand-mère, avec qui elle se dispute toujours à propos de sa grossesse. À ce moment-là, Paige est enceinte de 4 mois. Et ce qu'il se passe, c'est que, alors que Paige est au téléphone avec Joanne, Shanda vient la voir pour comprendre l'objet de leur dispute. Paige l'envoie balader. Et là, Shanda saisit un objet et elle frappe violemment au ventre sa sœur. Et la conséquence, eh bien, c'est que Paige perd son bébé. Paige reste persuadée jusqu'à aujourd'hui que Shanda l'a volontairement frappée à cet endroit pour tuer son enfant, même si à l'époque, Shanda l'avait nié. Auprès de leur famille maternelle, elle avait expliqué que c'était un coup involontaire. Mais Paige à l'époque n'avait pas porté plainte parce que voilà, c'était en famille. Et comme la famille Van Zelle était assez influente, Paige pensait certainement qu'en déposant plainte, ça n'aboutirait pas. Toujours est-il que les années qui ont suivi, Paige a progressivement coupé les ponts avec toute sa famille et elle avait de très très rares contacts avec Shanda. Pour en revenir à Shanda, en mai 2000, elle épouse Eric Ferguson avec qui elle a 4 enfants. Nolan et Millie, qui sont nés entre 2000 et 2002, j'ai pas su trouver la date exacte, Paul, qui est né en 2002, et Timothy en 2006. Le petit Timothy est diagnostiqué autiste quand il est très jeune. On lui diagnostique également le TDAH, c'est le trouble déficitaire de l'attention. Il a donc besoin d'un encadrement spécifique et surtout d'une attention particulière de ses parents. Mais Shanda, c'est pas ce qu'on peut appeler une mère attentionnée. C'était même plutôt une mère maltraitante, ce qui conduit les services sociaux à s'intéresser à la famille Ferguson dès 2008. Les rapports des services sociaux n'ont pas été rendus publics, mais il est question de forte négligence. Par exemple, le petit Timothy était très souvent sale. Sa mère ne le changeait que très rarement. Elle ne le nettoyait pas. Il n'était pas nourri à sa faim. Et c'est Nolan qui s'occupait de ses frères et sœurs. Nolan, donc c'est le plus grand. C'est lui qui faisait le ménage à la maison. C'est lui qui faisait manger ses frères et sœurs. Et il est même question de, on va dire, contact inapproprié entre enfants au sein de la famille, à savoir que certains des enfants ont eu des comportements sexuels les uns avec les autres. Et d'après une autre source, il est même question de comportements inappropriés de la part de Shanda, à savoir qu'elle regardait des films pour adultes devant ses enfants. À la suite du rapport des services sociaux, un juge exige qu'Eric et Shanda se rendent à un stage pour devenir de meilleurs parents, si tant est que ça existe de tels stages. Et ce qu'il se passe d'après une source, c'est qu'Eric a commencé à fréquenter ces stages, tandis que Shanda ne voulait pas le faire. Et disons que c'était la contrepartie. S'ils ne se rendaient pas au stage, ils perdaient la garde de leurs enfants. Donc Eric a eu peur de perdre ses enfants. En 2010, il demande le divorce. C'est lui qui obtient la garde des enfants. Et Shanda n'a le droit qu'à quelques heures par mois de visite supervisée. Vous vous doutez bien que si le droit de visite est aussi limité, c'est qu'il y avait matière. La même année, donc en 2010, Shanda fait la connaissance en ligne d'Adam Vander Ark. C'est un homme de 37 ans qui vit dans le Michigan et qui a de gros problèmes de santé à cause d'une malformation de la colonne vertébrale. Il se déplace en chaise roulante et il nécessite des soins spécifiques. Shanda et Adam entament une relation sentimentale, elle s'installe dans le Michigan pour commencer une nouvelle vie et elle reprend ses études. Et en 2012, elle accepte de renoncer à ses droits parentaux. Et en échange, elle ne sera pas poursuivie pour abus sur mineurs. Donc à partir de là, elle ne voit plus ses enfants. À ce moment-là, Paul est âgé de 10 ans et Timothy est âgé de 6 ans. Et si je vous précise uniquement l'âge de Paul et Timothy, c'est parce que c'est ceux qui seront ensuite impliqués dans l'affaire. Shanda épouse Adam en 2013 et en 2016, elle donne naissance à leur fils Gabriel. Et la petite famille s'installe dans une jolie maison à Norton Shores. En 2018, Shanda s'inscrit au Cooley Law School pour obtenir un diplôme de juriste-docteur. Alors, juriste-docteur, c'est un diplôme en droit de 4 ans qui lui permettrait d'exercer les métiers d'avocat, de procureur ou encore de conseiller juridique. Et toutes les personnes qui ont côtoyé Shanda durant ses études s'accordent à dire que c'est une femme très intelligente. Elle a repris ses études sur le tard et elle les a enchaînées sans aucune difficulté. Elle était même major de promo. Tout semble aller pour le mieux dans la nouvelle vie de Shanda dans le Michigan. Elle s'y plaît, elle a l'air d'être heureuse et même si elle ne voit jamais ses enfants de son premier mariage, elle a quelques contacts avec eux. En 2020, son fils Paul quitte l'Oklahoma pour s'installer chez elle dans le Michigan.
Paul vient tout juste d'avoir 18 ans, il a décroché son bac, mais son père Eric l'a mis dehors pour une raison pas très claire. À ce moment-là, Nolan, le frère aîné de la famille, vit dorénavant en Caroline du Nord avec sa copine, et Millie, leur sœur, est à l'université. Alors, d'après certaines sources, si Eric a demandé à Paul de partir, c'est parce que lui et son épouse Trish étaient en train de se séparer, et il voulait gérer son divorce tranquillement. Donc il a demandé à Paul de partir. D'après d'autres sources, c'est Eric et Trish qui ont demandé à Paul de partir parce que Paul ne voulait pas travailler, il ne voulait pas poursuivre d'études universitaires. Donc son père et sa belle-mère lui ont dit « Écoute, vu que t'as pas envie de grandir, maintenant tu dégages, ça va te forcer à te responsabiliser. » Lorsque Paul arrive chez sa mère dans le Michigan, il est très heureux de pouvoir renouer des liens avec elle, puisque souvenez-vous qu'elle a perdu son autorité parentale 10 ans plus tôt. Elle n'a pas vu ses enfants grandir. Paul vit donc avec sa mère, avec son beau-père Adam et avec son demi-frère Gabriel. Et en mai 2021, c'est Timothy qui quitte l'Oklahoma et qui s'installe chez sa mère dans le Michigan. À ce moment-là, il n'a que 13 ans. Là encore, on a deux versions sur la raison pour laquelle Timothy a été envoyé chez sa mère. Alors, la première raison, c'est que Trish n'en pouvait plus de Timothy à cause de ses troubles autistiques, elle avait du mal à le gérer, et donc elle a posé un ultimatum à Eric, c'est soit ton fils dégage, soit ça va mal se passer entre nous. Et la deuxième version, c'est que Eric et Trish se séparaient, ils étaient en train de divorcer, et Eric a envoyé Paul chez sa mère pour pouvoir gérer son divorce tranquillement. Quelle que soit la bonne version, eh bien, c'est pas légal, puisque souvenez-vous que Shanda a renoncé à ses droits parentaux 10 ans plus tôt. Il lui est donc formellement interdit d'avoir sous son toit son enfant, qui est mineur. Encore pour Paul, c'est pas pareil puisque Paul est majeur, donc il a le droit de s'installer chez sa mère. Mais à ce moment-là, Timothy a 13 ans seulement. Il n'a pas le droit de vivre chez sa mère. Et ce qu'il se passe, c'est qu'Eric n'avertit pas les autorités et Shanda non plus. À son arrivée dans le Michigan, Timothy n'est ni scolarisé, ni inscrit dans un centre médical pour son suivi par rapport à son autisme. Et de toute façon, il ne peut pas être inscrit puisque Shanda n'est pas censée l'avoir chez elle. Et la conséquence directe, c'est que les traitements médicaux de Timothy ne sont pas renouvelés. On ne sait pas vraiment comment Adam vit les choses. C'est le beau-père de Paul et Timothy. Lui a de gros problèmes de santé. Comme je vous l'ai dit, il est en chaise roulante, il a besoin de soins assez spécifiques. Mais c'est la grande inconnue dans cette affaire parce qu'on ne sait pas comment lui a vécu toute cette situation. Et on ne saura jamais finalement et vous comprendrez ensuite pourquoi. Les semaines et les mois passent et pour vous dépeindre un petit peu le quotidien de cette famille, Paul trouve un travail dans un fast-food pour aider aux finances de la famille, donc il est absent toute la journée. Timothy est enfermé quasiment 24 heures sur 24 avec son beau-père et son petit frère Gabriel, qui n'est pas scolarisé non plus, et Shanda n'est pas souvent présente puisqu'elle étudie. Au mois de janvier 2022, Adam est victime d'un AVC et il s'installe chez ses parents à West Olive dans le Michigan. C'est pas très loin de Norton Shores. Et là, certains se demandent certainement pourquoi il n'est pas resté vivre chez lui auprès de sa femme et de son fils. Alors, on ne peut que spéculer, on peut se dire que Shanda ne voulait certainement pas s'occuper de lui, comme on pourrait également se dire que la maison n'était pas adaptée pour Adam. Souvenez-vous qu'il est en fauteuil roulant, avec un AVC, il est partiellement paralysé. La maison de Norton Shores est sur 2 étages, donc peut-être que ce n'était pas adapté à ses soins. Mais là, encore une fois, on ne peut que spéculer. Toujours est-il que Shanda doit abandonner ses études pour trouver du travail, puisqu'Adam était en partie pourvoyeur de fonds, et elle ne termine pas tout à fait son diplôme, mais elle a suffisamment validé de modules ou de semestres, je pense qu'on dit semestres aux États-Unis, pour trouver du travail dans sa branche. Elle est embauchée au tribunal de Muskegon comme assistante juridique et elle travaille en parallèle en tant que professeure assistante au Cooley Law School, là où elle étudiait. Ce serait donc à ce moment-là que le jeune Timothy aurait décidé d'entamer une grève de la faim, jusqu'à ce qu'on le retrouve mort dans sa chambre, dans d'étranges circonstances. Et nous voilà de retour dans le présent, à savoir le 6 juillet 2022. L'agent de police qui a écouté Shanda lui raconter cette histoire de grève de la faim trouve ça assez louche, très louche même. La maison est perquisitionnée et ce que les agents de police y découvrent conforte leurs doutes. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, la police avait déjà remarqué que la maison était dégueulasse, les sols dégueulasses, l'évier dégueulasse, c'est vraiment sans dessus-dessous. Et quand ils descendent dans la chambre de Timothy, qui est donc en sous-sol, ils réalisent que c'est là encore dégueulasse.
mais c'est pas ce qui les interpelle. Ce qui les interpelle, c'est une petite porte sous les escaliers. Ils ouvrent la porte et là, ils tombent nez à nez avec une bâche en plastique au sol qui dégage une odeur pestilentielle, une odeur d'excréments et d'urine. Et au niveau de la porte, il y a un détecteur de mouvement. Vous aussi, vous commencez à comprendre. Les agents de police remarquent qu'il y a une petite salle de bain au sous-sol. Ils pénètrent à l'intérieur et là, ils découvrent des colliers de serrage, une caméra de surveillance, une paire de menottes et de la sauce piquante du type harissa. La maison tout entière est blindée de caméras de surveillance et de détecteurs de mouvement. C'est Guantanamo le truc. Les agents de police font très rapidement le calcul dans leur tête. Selon eux, le petit Timothy était séquestré dans la petite pièce sous les escaliers et il est certainement mort à la suite de maltraitance. Shanda est interpellée pour être interrogée sur tout ce que la police a découvert à son domicile, mais c'est pas ce qu'on croit. Elle va tout nous expliquer. All right, you're going to be charged with child abuse right now. I believe it's the first or second degree, so it is a felony. So you won't be able to get out of jail until you see the judge, until the warrant paperwork's down there, okay? Which will probably be tomorrow. All right. Sorry. No, I'm the bearer of bad news right now. You know? Yeah, it's been a bad couple days. Past 6 months. I've been having strokes 6 months. Mm-hmm. Sorry. Nope, you're all right. I do have to handcuff you, but I'll do it in the front. If my blood sugar crashes, I need that. Are you diabetic? I'm reactive hypoglycemic. Okay. You take medication for that? No. I have a service dog normally, but I didn't bring him. Yeah. Si Timothy portait des couches pour dormir, eh bien, c'est parce qu'il ne savait pas se retenir à cause de ses troubles autistiques. C'était pour son hygiène. Elle ne pouvait décemment pas laisser son fils se faire dessus. Si sa maison est blindée de caméras de surveillance et de détecteurs de mouvement qui sont raccordés à son iPad, c'est pour protéger ses enfants. Le petit Gabriel se balade constamment tout nu dans la maison. Le but était de vérifier quand il le faisait, grâce aux caméras raccordées à son iPad, et ensuite de lui montrer les images pour lui faire prendre conscience que ce n'est pas bien. Et puis les caméras servaient également à son époux Adam quand il vivait avec eux. Adam ne pouvait pas se déplacer à l'étage à cause de son fauteuil roulant. Et comme les caméras disposent d'un micro, il s'en servait quand il avait besoin d'être aidé. Et puis il y a des verrous sur les frigos. Pour quelle raison Shanda a mis des verrous sur les frigos, sur le garde-manger? Là encore, elle a une explication. Ce qu'il y a, c'est que Timothy, à cause de ses troubles autistiques, a l'habitude de se faufiler hors de sa chambre la nuit, quand tout le monde dort, pour aller voler de la nourriture dans le congélo. Et il lui arrive de manger des morceaux de poulet congelés. Et forcément, c'est dangereux pour sa santé. Donc, Shanda a mis des verrous sur les frigos et sur le garde-manger pour protéger Timothy. Et les menottes, les colliers de serrage et la sauce piquante dans la salle de bain? Là encore, Shanda a une bonne explication. Son fils Paul voulait percer sur TikTok. Il a donc demandé à sa mère de lui acheter des menottes sur Internet pour pouvoir faire des vidéos avec. Des sortes de vidéos humoristiques. Mais il ne les a jamais utilisées. Et la sauce piquante alors? Eh bien, c'est tout simplement Timothy lui-même qui a dû l'oublier là. D'après elle, Timothy raffolait de la sauce piquante, qui est une sauce du type harissa. Elle est extrêmement piquante et il l'emportait partout avec lui. On laissera nos amis tunisiens nous dire si eux-mêmes transportent leur tube d'harissa aux toilettes, même si j'ai de gros doutes. Pendant que Shanda est interrogée par les enquêteurs et qu'elle leur fournit toutes ces explications plus saugrenues les unes que les autres, le médecin légiste rend son rapport d'autopsie. Et d'après ses conclusions, Timothy ne pesait que 30 kg pour 1,70 m et il est mort de malnutrition sévère. Il n'était plus nourri depuis plusieurs mois au moins. Mais c'est pas tout. Il est également mort d'hypothermie. Donc en gros, il est mort de faim et de froid. Il est mort de froid en plein mois de juillet dans le Michigan. L'autre élément important du rapport d'autopsie, eh bien, c'est l'heure de la mort. D'après le médecin, Timothy n'est pas mort le matin du 6 juillet. C'est impossible compte tenu de la rigidité cadavérique. Il estime qu'il est mort plusieurs heures avant la découverte de son corps,
voire la veille. Ce qui contredit totalement les déclarations de Chanda, puisque souvenez-vous qu'elle avait dit que son fils était toujours vivant quand elle était descendue vers 5h30 le matin du 6, puis elle l'avait découvert mort vers 6h30. À ce stade, pour les enquêteurs, le meilleur moyen de trouver des réponses, eh bien, c'est les téléphones portables. Les enquêteurs vérifient le téléphone portable de Chanda et ce qui les frappe tout de suite, ce sont les échanges entre Chanda et son fils Paul depuis plusieurs mois. Il y a des milliers de textos échangés entre les deux du matin au soir. Et ce qu'il révèle est effrayant. Depuis le départ d'Adam, en janvier 2022, Chanda et Paul soumettaient Timothy à des actes de torture quotidiennement. Timothy était privé de nourriture, il était battu, humilié et soumis à des sévices indignes. Tout ça a commencé graduellement. Lorsque Chanda était au travail, elle demandait à Paul de plonger Timothy dans un bain d'eau glacée et de le laisser mariner là pendant des heures, tous les jours ou presque. Timothy n'avait pas le droit de manger comme ses frères, il était chronométré quand il allait aux toilettes, d'où la présence de la caméra de surveillance dans la salle de bain du sous-sol. Il n'avait pas non plus le droit de dormir, Chanda le surveillait à distance. Et quand il s'endormait, elle envoyait des textos à Paul pour qu'il le réveille. Et autant vous dire que le peu de fois où il avait le droit de dormir, ce n'était pas dans le lit superposé au sous-sol. C'était dans la petite pièce sous les escaliers. Chanda le contrôlait dans ses moindres mouvements, d'où la présence de détecteurs de mouvement dans la maison qui étaient raccordés à son iPad, ainsi que de toutes ses caméras de surveillance. Et si elle l'empêchait de dormir, eh bien vous vous en doutez, c'était par pur sadisme. Au vu des messages, Paul n'est pas en reste, puisqu'en plus d'être le geôlier de Timothy, il passait son temps à le dénoncer pour qu'il soit puni. Une fois, par exemple, il a envoyé un SMS à sa mère pour l'avertir que Timothy avait volé un morceau de pain rassis dans la poubelle. Chanda lui a demandé de le faire vomir de force, et quand elle est rentrée chez elle après le travail, elle a également fait vomir son fils. Dans d'autres échanges, Chanda fait des demandes démoniaque à Paul. Elle lui demande par exemple de mettre de la sauce piquante, donc vous savez la sauce type harissa, dans les parties intimes de Timothy pour voir ce que ça fait. Et Paul refuse de le faire, bien heureusement. Dans d'autres échanges, et c'est ça qui est assez troublant en fait dans cette affaire, c'est que Paul dénonce régulièrement son frère pour qu'il soit puni, mais dans d'autres SMS, il interpelle sa mère pour lui dire que Timothy a peut-être suffisamment été puni et qu'il faut lui donner à manger parce qu'il est trop famélique. Ce que Chanda accepte, mais sous certaines conditions. Elle lui dit, écoute, ok, il n'y a pas de souci, mais tu ne lui donnes qu'un tout petit morceau de pain. Ou alors elle lui dit, tu lui donnes au préalable un morceau de pain avec de la sauce piquante, et s'il l'a fini, là tu peux lui donner un morceau de pain sans sauce piquante. Paul est à son tour interrogé par les enquêteurs et il passe aux aveux, mais à sa façon. Il admet les mauvais traitements infligés à son petit frère, cela dit, c'était pour son bien. Tout ce que lui et sa mère lui ont fait subir, c'était pour son bien. Logique. Je vous ai parlé des caméras de surveillance qu'il y avait dans toute la maison. Eh bien, les enquêteurs récupèrent les enregistrements afin de les visionner, et là, ils découvrent deux éléments capitaux. Dans un premier enregistrement qui date du matin de la découverte de Timothy, vers 6h15, on y voit Chanda et Paul découvrir le corps sans vie de Timothy dans la petite pièce sous les escaliers du sous-sol. Elle ne prévient le 911 que 18 minutes après. Le temps de sortir le corps de la petite pièce, de lui enfiler des vêtements et de se mettre d'accord avec Paul sur la version à fournir aux autorités. Ce qui frappe les enquêteurs, c'est que Chanda n'est absolument pas bouleversée par la mort de son fils. Dans un autre enregistrement qui date de la veille de la découverte de Timothy, on assiste à son agonie. Paul lui fait prendre un bain d'eau glacée, mais à la demande de sa mère, et un peu plus tard dans la soirée, on voit Chanda qui prépare la bâche dans la petite pièce sous l'escalier, et elle y traîne Timothy qui est nu. Il a seulement une couche. Et, il a les yeux à moitié ouverts, il gémit, il semble souffrir, et Chanda l'insulte. Elle lui dit que ce n'est qu'un idiot, qu'il faut qu'il arrête de faire semblant, que c'est un demeuré, qu'il n'est pas obligé de respirer aussi bruyamment. On la voit même lui fermer sa bouche pour qu'il cesse de reprendre son souffle, et elle repart. À ce moment-là, Timothy était littéralement frigorifié et il tentait de reprendre son souffle. Puis, progressivement, sa poitrine a cessé de se soulever et il a rendu son dernier souffle. Le 8 juillet 2022, Chanda est mise en examen pour meurtre au premier degré et abus sur mineur au premier degré.
Paul est mis en examen pour abus sur mineur au premier degré. Et au-delà des horreurs que Timothy a subies, ce que l'enquête révèle également, c'est que le petit Gabriel, qui est âgé de 7 ans, n'est pas non plus scolarisé. D'après le registre fédéral, Chanda avait déclaré qu'il faisait l'école à la maison, ce qui est absolument faux. À 7 ans, il ne sait ni lire, ni écrire, ni même se changer seul. Et il n'a aucun suivi médical. Cela dit, contrairement à Timothy, il n'a subi aucun acte de torture. Après l'arrestation de sa mère, il est confié à son père Adam qui vit à West Olive chez ses parents. Et ce qu'il s'est passé entre-temps, c'est qu'Adam, qui avait déjà de gros soucis à cause de ses problèmes de santé dus à sa colonne vertébrale et de son AVC, a également été diagnostiqué d'une leucémie. Donc il est fortement diminué et l'enquête a permis de démontrer qu'il n'avait aucun rapport avec toute cette affaire puisque les abus ont commencé après son départ. Quand il était à la maison, il ne semble pas y avoir eu d'abus faits sur Timothy. C'est vraiment une fois qu'il est parti de la maison que tout a commencé. Beaucoup se sont malgré tout demandé comment il était possible qu'Adam et ses parents n'aient pas remarqué ce qu'il se passait à Norton Shores, puisque les parents d'Adam passaient régulièrement chez Chanda pour récupérer le petit Gabriel afin de le ramener à West Olive pour qu'il voie son père. Donc beaucoup ont dit ok, mais quand les parents d'Adam passaient, ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu que la maison était dégueulasse, que ça puait, que Timothy ressemblait à un cadavre ambulant. Vraiment, vous verriez la photo. Je peux pas vous l'afficher, ou alors si j'affiche quelque chose, ça sera flouté parce que c'est hyper choquant. Mais ouais, beaucoup se sont dit non, c'est pas possible, ils ont remarqué quelque chose. En fait, l'explication, c'est que lorsque la mère d'Adam allait à Norton Shores pour récupérer Gabriel, Chanda l'attendait devant la maison avec le petit Gabriel. Elle ne l'a jamais laissé rentrer, donc la mère d'Adam n'a jamais rien remarqué. Tout était parfaitement ficelé. Le procès de Chanda Vander Ark s'ouvre le 13 décembre 2023 au tribunal de Muskegon, celui dans lequel elle travaillait avant son arrestation. Elle est jugée séparément de son fils Paul et elle risque la perpétuité puisque la peine de mort n'est pas en vigueur dans le Michigan. Chanda plaide non coupable pour cause de troubles mentaux autodiagnostiqués. Elle souffrirait d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, d'un trouble du traitement sensoriel, d'un trouble obsessionnel compulsif, d'un syndrome de stress post-traumatique à la suite de l'AVC de son mari, en plus de son hypoglycémie. Rien que ça. Et ce savant mélange de troubles lui causerait des trous de mémoire. Je ne vais pas revenir sur tous les points qui ont été abordés durant le procès parce que ce serait beaucoup trop long et puis je trouve pas ça forcément pertinent. Je vais simplement souligner des points qui m'ont semblé, on va dire, importants. Alors il y en a un en particulier, c'est durant le procès, en plein milieu du procès, le procureur interroge Chanda et il lui montre la photo de son fils qui a été faite lors de l'autopsie. Et là, ce qu'il se passe, c'est que Chanda a une sorte de malaise et elle semble vomir. Et on va dire que ça, c'est une réaction plutôt normale quand on voit l'état de Timothy. Il ne faut pas oublier qu'il est mort de malnutrition, d'hypothermie. Son corps était en très mauvais état. Le problème, le procureur le fait remarquer à Chanda, c'est qu'elle a déjà vu ces photos lors d'une audience préliminaire une semaine avant. Et elle n'avait eu aucune réaction. Donc pourquoi soudainement, face au jury, elle a cette réaction ? Chanda affirme que la photo qui lui est présentée ne faisait pas partie des photos qu'on lui a présentées lors de l'audience préliminaire. C'est pour ça qu'elle est particulièrement choquée. Mais ça, c'est complètement faux. La photo de son fils lui avait été montrée lors de l'audience préliminaire. Et là, comme vous pouvez vous en douter, le but de Chanda, c'est d'amadouer le jury. Mais le procureur ne la lâche pas. Il lui présente toutes les preuves recueillies jusque-là, à savoir les messages entre elle et son fils Paul, des textos dans lesquels elle demande à Paul de torturer Timothy, les questions de douche glacée, de privation de nourriture, d'administration de sauces piquantes, etc. Et bien la réponse de Chanda est systématiquement la même. Elle ne se souvient pas avoir rédigé ces textos. Elle a des trous de mémoire. Le procureur lui demande la raison pour laquelle elle a acheté cette sauce piquante. Bon, là, le but, je pense que vous l'aurez compris, c'est de déterminer la préméditation. Là, malgré ces trous de mémoire, Chanda se souvient. C'est Paul qui en a eu l'idée. Pourtant, dans les échanges de SMS entre elle et Paul, on voit que c'est clairement elle le moteur de tous les actes de torture. C'est d'ailleurs elle qui demande à Paul de mettre de la sauce piquante dans les parties intimes de Timothy, ce qu'il refuse bien sûr. Le procureur lui demande si elle a déjà goûté à cette sauce piquante pour réaliser à quel point elle est piquante. Eh bien non, Chanda ne supporte pas le piquant, ça lui retourne l'estomac.
Cette femme est diabolique. Maintenant, venons-en aux caméras de surveillance. Vous vous souvenez qu'il y en a un petit peu partout dans la maison. Quand on avait demandé à Shanda pour quelle raison elle avait installé toutes ces caméras de surveillance, elle avait expliqué que c'était pour protéger ses fils, parce que Gabriel se baladait à poil à longueur de temps, c'était pour lui faire prendre conscience que ce n'était pas correct. Ok ? Le problème, c'est que dans l'un des messages qu'elle a envoyé à son fils Paul, elle lui demande de faire nettoyer le garage à Timothy, mais tout nu. Donc Shanda installe des caméras pour protéger ses enfants de comportements inappropriés et indécents, mais à côté de ça, elle demande à Paul de foutre à poil Timothy pour qu'il nettoie le garage. Là encore, Shanda a tout oublié. Ce qui est étonnant durant le procès, c'est que Shanda recouvre la mémoire quand il s'agit d'évoquer, on va dire, des éléments qui pourraient être à décharge. Par contre, tout ce qui est à charge, elle oublie. Dans certains textos qu'elle envoyait à Paul, elle lui demandait de mettre des menottes à Timothy ou des colliers de serrage pour l'entraver. Et là, le procureur lui montre les textos, il lui demande des explications. Shanda a oublié. Idem pour les verrous sur les frigos. Vous vous souvenez qu'elle avait dit que c'était pour protéger Timothy parce qu'il lui arrivait la nuit d'aller manger du poulet congelé et que, pour éviter qu'il ne tombe malade, elle avait mis ses verrous. Pourtant, la veille de la mort de Timothy, Shanda a envoyé un message à Paul pour lui demander qu'il fasse manger de la pâte à pizza surgelée à Timothy. Là encore, Shanda a oublié. Durant le procès, le procureur a souhaité faire visionner au jury la vidéo dans laquelle on voit les derniers moments de Timothy. Vous savez, quand il agonise. Mais le juge a refusé au motif que c'était beaucoup trop préjudiciable. Cela dit, l'audio a été diffusé et le jury entend cette femme parler avec froideur pendant que Paul et elle mettent en scène Timothy dans son lit. Et honnêtement, c'est ignoble, ça fait flipper. Si je peux vous mettre un petit morceau, je vous l'insère. C'est machiavélique. Franchement, j'ai pas d'autre mot, c'est machiavélique. Après 2 jours de procès et 1 heure à peine de délibéré, Shanda Van Der Ark est reconnue coupable de meurtre au 1er degré et maltraitance sur enfant au 1er degré. Elle est condamnée à la prison à vie. I think as much as can be found, sure. I mean, the justice would be that Timothy is still here, and unfortunately we can't do that, and sadly, a large part of what we have to do is to speak up for people who are no longer here, who can't be here. Roberts commenting on Van Der Ark's absence in the courtroom Friday. Honestly, it feels sort of like a cowardly way out, but I'm also not going to say that if she had some type of legitimate medical condition that kept her from coming to court, that certainly, those things happen. And the judge thanking the jury for seeing disturbing images and listening to hard-to-swallow text messages. Le procès de Paul Ferguson s'est également ouvert en décembre 2023 et contrairement à sa mère, il a plaidé coupable. Alors lui était uniquement poursuivi pour abus sur mineur au 1er degré, mais je pense que c'est parce qu'il a conclu un accord avec le procureur, parce qu'au départ, il était certainement lui aussi poursuivi pour meurtre au 1er degré. Durant son procès, on a demandé à Paul la raison pour laquelle il torturait son frère, pourquoi est-ce qu'il obéissait comme ça à sa mère, et ce qu'il a expliqué, c'est que d'une part, il ne devait pas suffisamment aimer son petit frère, ce qui est terrible à entendre, et d'autre part, il craignait que sa mère ne lui fasse subir les mêmes actes de torture. Il explique qu'il était certainement en plein syndrome de Stockholm. Alors il faut savoir que, tout comme sa mère, Paul s'est lui aussi autodiagnostiqué. À l'issue de son procès, il est condamné à une peine minimale de 30 ans de prison. Nolan et Millie, le grand frère et la grande sœur de Timothy, ont également témoigné durant le procès. Et ce que l'on apprend, c'est que ils n'ont pas de contact avec leur mère, qu'ils appellent cette femme. Et j'ai trouvé que le passage était assez poignant, parce que Millie dit à un moment que, contrairement aux autres membres de la famille qui ont été condamnés, donc sa mère et son frère, elle aimait Timothy. Après, pour anticiper certains commentaires relatifs à la responsabilité pénale d'Eric Ferguson, qui a, rappelez-vous, délibérément envoyé Timothy chez sa mère alors que c'était totalement illégal, il n'est pas poursuivi par la justice pour le moment, mais je pense qu'il va l'être parce que j'ai vu dans certains topics sur Reddit que beaucoup d'Américains pensent qu'il va être poursuivi, parce qu'il a quand même violé un ordre de la cour, ce qui a conduit à la mort de son fils, mineur qui plus est. Donc à mon avis, dans les semaines ou les mois à venir, il va y avoir du nouveau, sachant qu'en plus de ça,
Eric Ferguson n'a toujours pas donné de déclaration publique. Si je vous dis pas de bêtises, je n'en ai pas vu passer. Donc s'il n'a pas parlé publiquement, c'est qu'il y a de grandes, très grandes chances qu'il soit lui aussi poursuivi. Adam Vander Ark, l'époux de Shanda, est décédé en février 2023 de sa leucémie. Je n'ai pas d'informations concernant la garde du petit Gabriel. Est-ce que ce sont ses grands-parents qui ont finalement obtenu la garde? Je ne sais pas. Cela dit, ce que je sais, c'est que Adam avait demandé le divorce lorsque Shanda a été arrêtée. Et au moment de sa mort, malheureusement, le divorce n'avait toujours pas été prononcé. Et je vous avoue que j'ai trouvé ça assez triste parce que c'était les dernières volontés de cet homme que cette femme ne porte plus son nom. Maintenant, concernant le mobile, beaucoup d'Américains se demandent la raison pour laquelle Shanda s'en est pris à Timothy. Pourquoi est-ce qu'elle lui a fait subir tout ça? Paige, la petite sœur de Shanda, a fourni une explication qui me paraît tout à fait plausible. D'après elle, dans la famille Van Zelle, on n'aime pas la faiblesse. Disons que ceux qui sont perçus comme faibles ou fragiles sont des cibles faciles. Et là, en l'occurrence, le petit Timothy était perçu comme fragile par sa mère parce qu'il était autiste. Donc, elle s'en est pris à lui parce qu'elle pouvait le faire. En fait, ça a été, on va dire, un meurtre d'opportunité. J'ai la possibilité de te faire du mal, j'ai la possibilité de te détruire, donc je vais le faire. Sachant que Paige déclare que sa sœur est une grande manipulatrice qui aime le contrôle. Donc là, effectivement, avec toutes ces histoires de caméras de surveillance et de détecteurs de mouvement, ça montre que Shanda aimait le contrôle. Et elle a exercé son contrôle sur Timothy, mais également sur Paul. Et pour ceux qui se demandent la raison pour laquelle Paul a obéi aveuglément à sa mère, pourquoi est-ce qu'il a même surenchéri? Alors, pour ma part, j'ai trouvé un début d'explication, à savoir l'affection. Paul a été séparé de sa mère pendant très longtemps, je crois qu'il ne la voyait plus depuis l'âge de 10 ans. Donc obéir à sa mère, torturer son frère et faire plaisir à sa mère de cette façon, c'était un moyen d'obtenir son affection. Après, il y a une deuxième explication possible, en tout cas quelque chose qui peut nous permettre de voir cette affaire différemment, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'étais tombée une fois sur un article qui parlait des travaux d'Hannah Arendt sur la banalité du mal. Alors c'est un concept philosophique qu'elle a développé dans les années 60. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup pensaient à l'époque que les camps étaient gérés par des monstres humains, compte tenu des horreurs qu'ils y faisaient subir, alors qu'en fait, la plupart des décisionnaires n'étaient que de petits bureaucrates. C'est un concept qui a servi dans beaucoup d'études en psychologie, et on le constate encore aujourd'hui, quand vous regardez le génocide à Gaza ou au Rwanda, pour ne citer que cela, vous vous rendez compte que les exécutants sont généralement des êtres médiocres et banals. Et si je vous dis pas de bêtises, Stanley Milgram, c'est basé sur les travaux d'Hannah Arendt, pour son expérience de Milgram. Je vous mets un lien ici, c'est une affaire qui va vous retourner le cerveau, tellement c'est complètement délirant, ça permet de se rendre compte que parfois l'être humain est capable de choses qui dépassent l'entendement, tellement c'est absurde. Voilà tout pour l'histoire de Timothy Ferguson, cet adolescent de 15 ans torturé pendant de longs mois par sa mère et son frère, puis décédé dans des conditions ignobles une nuit d'été 2022. So ask yourselves that. What was the awful crime that Timothy committed to have these atrocities perpetrated upon him? What did he do? He stole some food? He took some things apart? That's all I heard. And he paid for that with his life. And like I told you, I can't answer the why. I can't answer why the cold and lowly things were done to him, because it doesn't make sense. It does not make any sense that a 15-year-old should be made to suffer the way Timothy was, to be made a prisoner the way Timothy was. And make no mistake, he was a prisoner in that home. Bon, et bien, si vous en êtes à cette partie, écoutez, j'en suis contente parce que la vidéo a été très longue. Donc, j'espère que vous l'avez regardée jusqu'au bout. Je vous avoue que la partie là sur la famille de Shanda, je l'ai trouvée hyper passionnante. En fait, au début, j'arrivais pas à comprendre la généalogie de cette famille.
Et ensuite, quand j'ai regardé la vidéo de la sœur de Shonda, j'ai mieux compris tout ce qui se tramait dans cette famille. Là, on parle vraiment de famille hyper riche, influente. Sinon, il y a 2 points que j'aimerais bien aborder par rapport à cette affaire. C'est tout d'abord Paige, donc la petite sœur de Shonda. En fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant de savoir que Shonda n'a pas regretté son geste vis-à-vis de Paige. Vous savez, quand elle lui a mis un coup dans le ventre et que Paige a perdu son bébé. Et Paige, elle en a gros sur le cœur, hein, vraiment. On sent qu'elle en a vraiment gros sur le cœur et qu'elle en veut tout particulièrement à Shonda. Et je vois précisément le genre de personne que Shonda est. Il y a des profils comme ça. On voit précisément ce que c'est. Manipulatrice, malhonnête, tout ça. La façon dont elle en parle, et puis même avec les événements qui se sont déroulés ensuite, je vois précisément le genre de personne que c'est. Et le deuxième point qui m'a paru important, c'est la relation entre Paul et sa mère. Alors sur certains topics dans Reddit, c'est un forum où les gens discutent de plein de sujets différents. Et là, en l'occurrence, c'était sur l'affaire Shonda. Il y a certaines personnes qui ont évoqué la possibilité qu'il pouvait y avoir une sorte de relation incestueuse entre Shonda et son fils. Et moi, j'ai trouvé que c'était fort probable parce que le fait que Shonda demande à Paul de mettre de la sauce piquante dans les parties intimes de Timothy, c'est hyper incestuel. Et entre l'incestuel et l'incestueux, à mon sens, il n'y a pas un énorme pas. Donc je me dis, ouais, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose d'ambigu entre Paul et Shonda? Bon, en tout cas, ça n'a pas été évoqué durant le procès. Ça n'a pas été déclaré formellement. Donc je sais pas. Moi, ça me paraît probable. Ce qui expliquerait cette relation tordue entre Shonda et son fils Paul. Et franchement, Paul, je vais pas dire que je l'ai détesté, mais je vous assure qu'il est détestable. Regardez, si vous avez la possibilité de le faire, le moment où il est interrogé par le détective. Ah, ce garçon avec sa vieille tête de ragondin, je vous jure qu'il est, mais vous avez envie de rentrer dans l'écran et de le patater. Autant sa mère, elle est diabolique, c'est une psychopathe à mon sens, avec ses fausses maladies, là, ses diagnostics imaginaires, ouais, chissa. Autant lui, c'est typiquement le genre de personnage dont parlait Hannah Arendt dans son étude, médiocre, banal, pathétique. Je vous jure, il m'a dégoûtée. Vraiment, l'interview avec l'enquêteur, ça a été le point de rupture dans ma tête, j'avais envie de le frapper et de se dire que il avait quand même des moments de lucidité. Quand il a refusé de mettre de la sauce piquante dans les parties intimes de son frère, quand il a dit à sa mère de lui à manger, il est trop maigre. Je me dis, mais comment c'est possible? Il a grandi avec lui. Autant, moi j'ai bientôt plus de batterie, autant sa mère, elle n'a pas grandi avec eux, enfin en tout cas ils l'ont pas connu longtemps, mais lui il a été avec son frère pendant longtemps. Ça me dégoûte. Bref, là ça va couper, donc n'hésitez pas à me mettre en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. Vraiment, j'ai hâte d'avoir vos retours. Et ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.